prix ont plutôt tendance à augmenter. Pourquoi ? Parce que les quantités ont diminué. En 2011 et 2021, en 10 ans, on a perdu la moitié de notre volume. On est passé de 30 millions de pièces exportées à 15 millions. La rupture que j'ai essayé d'amener, c'est cette phrase qu'on entend qui dit qu'aujourd'hui, c'est pas le taxi qu'il faut inventer, c'est Uber. C'est pas l'hôtel, c'est Airbnb. Donc l'innovation pour moi n'était pas dans l'objet, mais dans l'écosystème autour de cet objet. Pas mal de marques jouent sur ce fameux effet Veblen, cette rareté, ce prix cher, qui rend la désirabilité supérieure. Je dis, voilà, en fait, voilà ce que j'ai fait, ça c'est mon compte en banque. Si ça vous intéresse de tenter l'expérience, virez-moi le fric et puis je la lance. Et en fait, il y a plein de gens qui me suivaient et qui m'ont dit, mais écoute, on sait qui t'es, on voit ta photo, on voit où t'habites. Ça fait 2 ans que t'expliques ce que t'es en train de faire, donc en fait, c'est vachement crédible ton truc. Et je me suis retrouvé, 36 heures après, j'avais fait 30 000 balles. Max, saison 3 de La Savane, en collaboration avec Mirabeau. On est extrêmement content de commencer ce partenariat avec eux. Pour plusieurs raisons qu'on va un peu voir maintenant, mais une d'entre elles était cet accès à des entrepreneurs incroyables, parce qu'ils nous ouvrent un réseau vraiment de personnes et on est vraiment impatients et excités de commencer ce partenariat. Ouais, on voit avec Mirabeau qu'ils ont vraiment ce qu'on appelle du skin in the game, mais c'est quelque chose qu'on admire. On le voit via 2 choses qui sont inspirantes. La première, c'est que leurs partenaires investissent leur propre argent dans les mêmes opportunités d'investissement qu'ils proposent à leurs clients, et ça, c'est assez rare. Et on voit aussi qu'ils soutiennent vraiment l'écosystème entrepreneurial et start-up suisse via leur stratégie d'investissement. Et ils le font depuis un moment. C'est une boîte qui a 200 ans. Ça fait 200 ans qu'ils soutiennent des générations d'entrepreneurs. Et quand on a discuté avec eux, ce qu'on trouvait vraiment cool, justement, c'est cette vision long terme qu'ils ont d'accompagner et de développer le marché suisse. Et ce développement passe par soutenir l'écosystème, soutenir les fondateurs, soutenir les startups, la tech, etc. Et ça, c'est super excitant. Ouais, et on voit qu'ils sont vraiment impliqués au niveau personnel, dans leur stratégie d'investissement. Et ils ouvrent vraiment cet accès à l'investissement dans les startups et la tech suisse, ce qu'on n'a pas vu vraiment ailleurs, ce qui fait que cet engagement et cette envie de vraiment soutenir cet écosystème-là, c'est ce qui en fait un si bon partenaire pour nous. Il y a le soutien des entrepreneurs, puis il y a aussi l'envie de pousser la Suisse comme un leader sur le marché de l'innovation en Europe. Et ça, justement, si on parle de tech, c'est extrêmement important parce qu'on doit se repositionner là-dessus et il y a vraiment une place à prendre et la Suisse est bien placée pour l'avoir. Et ils sont vraiment en train de pousser ça et c'est extrêmement intéressant pour nous, en tout cas, de travailler avec eux à ce niveau-là. Ouais, donc merci beaucoup à Mirabeau pour leur soutien pour cette saison et merci aussi à vous qui nous écoutez. C'est grâce à vous qu'on peut continuer cette belle aventure avec cette saison 3. On a beaucoup de chance de s'asseoir avec des entrepreneurs incroyables qui nous partagent un peu leur vie et leur parcours. Si vous aimez autant que nous passer ces moments avec eux, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker ces vidéos. Nous, ça nous aide énormément, donc merci beaucoup pour votre soutien. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Thomas Baillot, le fondateur de Baillot, les mondes Baillot, pour une discussion exceptionnelle. Avec lui, on a parlé bien évidemment d'horlogerie, d'entrepreneuriat, comment à 45 ans, il a un peu par accident monté sa société avec 3000 francs en poche et qui est aujourd'hui une société qui génère plusieurs millions un peu partout dans le monde. Donc c'est une conversation passionnante si vous voulez en savoir plus sur l'horlogerie suisse, où on en est, quelles sont les innovations à venir, etc. Et puis bien évidemment sur l'entrepreneuriat pur, sur comment monter une boîte et comment faire sans fonds, sans investissement, avec uniquement l'envie de le faire et la passion comme driver principal. J'espère que vous allez apprécier cet épisode autant que nous. Merci beaucoup et bienvenue dans La Savane. Thomas, bienvenue. Alex, Max, enchanté. Merci d'être là. On va parler aujourd'hui bien évidemment d'horlogerie et tu as dit cette phrase, je vais la résumer, mais l'idée c'est un peu d'en parler un peu plus en détail. Quand tu parles de l'horlogerie suisse, tu dis elle est restée coincée dans ses codes alors que le monde a changé. Est-ce que tu es toujours d'accord avec cette phrase ? Est-ce que tu vois l'horlogerie comme une industrie d'innovation ou au contraire, tu vois, de nostalgie, d'un truc un peu bloqué Vous attaquez bloqué en arrière. vous attaquez direct avec les bonnes on questions. arrive directement. Alors, l'horlogerie a des codes, déjà clairement. L'horlogerie innove ou a cette vocation. En tout cas, c'est un des mots les plus utilisés dans l'horlogerie, l'innovation. Je ne suis pas sûr que tout le monde la vive. Déjà, effectivement. Et de deux, peut-être une manière rapide, facile de répondre, c'est de dire que oui, elle est coincée dans ses codes, puisque ces codes d'innovation ont toujours été dans le produit. Et en fait, quand on parlait d'innovation dans l'horlogerie, il y a cette obsession séculaire de rendre l'horloge plus précise. Et quand on regarde la pub jusque dans les années 80, la fonction de la montre qui était mise en avant, c'était sa précision. Pendant des siècles, les montres avaient une fonction de donner l'heure. Pendant 40 ans,
de 1980 à 2020, c'était de dire qui on était. Malheureusement, depuis le Covid 2020, c'était de savoir combien de fric on allait se faire. C'est un peu la fonction d'une montre. On est revenu maintenant à quelque chose de moins, mercantile, c'est-à-dire les gens n'achètent plus forcément des montres que pour les revendre. Mais toujours est-il que l'innovation dans l'horlogerie, cette pièce phare, était dans rendre des montres plus précises ou alors dans des matériaux, dans des choses comme ça. La rupture que j'ai essayé d'amener, c'est cette phrase qu'on entend qui dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le taxi qu'il faut inventer, c'est Uber, ce n'est pas l'hôtel, c'est Airbnb. Donc l'innovation, pour moi, n'était pas dans l'objet, mais dans l'écosystème autour de cet objet. Et là, on en revient à quelque chose de très terre-à-terre. On va le rester dans cette interview. À la fin, quand on parle d'industrie horlogère, tout le monde entend horlogère parce que c'est beau, mais c'est une industrie. Ce qui drive l'industrie, c'est le pognon. Point. Et dans une montre, il y a très peu de montres, ce qu'on a au poignet, 10, 15, 20% au maximum, c'est la montre. Le reste, c'est les empilements de marge. Et moi, j'étais l'artisan de la part principale de ces marges, c'est la distribution. Tout le monde va blâmer le marketing. 2/3 du prix qu'on paye à l'international, c'est la distribution, en général. Et donc, je prétendais que l'innovation aujourd'hui n'était pas dans l'objet, mais dans la manière de la vendre. Et en ça, oui, il y a une rupture. Et en ça, effectivement, l'industrie était un peu figée dans ses codes. Et le message que j'ai amené, comme d'hab, a été d'abord rejeté et ensuite peut-être un peu accepté ou digéré, bien ou mal, je ne sais pas. C'est hyper fascinant ce côté Uber, Airbnb. Peut-être parlons de ça, du coup, parce que c'est intéressant que tu le soulèves. Comment on ubérise l'horlogerie ? Alors attention, parce que dès qu'on dit ça, évidemment, il y a une levée de bouclier, et pour cause, puisqu'on parle de paupérisation, on parle de choses comme ça. C'est pas forcément super bien rémunéré. Le Uber, c'est pas toujours des jobs sûrs, donc on sait pas, on n'a pas un contrat de travail. Quand je parle d'Uber, je parle d'Uber aussi, ça passe mieux. C'est de l'écosystème en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que justement l'objet, la montre, est intégré dans un écosystème. Beaucoup de gens d'ailleurs, quand j'ai lancé, j'avais une académie, c'est comme ça qu'est née cette marque par erreur, venaient vers moi avec des projets en disant ouais, je vais lancer une marque, etc. Et en fait, je me rendais compte qu'ils étaient concentrés sur la naissance de l'objet. Alors, si on veut se faire un ego trip ou remplir sa bibliothèque de magnifiques montres ou de stocks, ça va, c'est très très bien. Sauf que c'est une industrie et le but, c'est de vendre ces montres. C'est pas de les produire. Il n'y a rien de pire pour une marque que de produire des montres. Ça flingue tout son cash flow. Donc l'idée, c'est de pouvoir les vendre. Et c'est là qu'on parle d'écosystème, puisque le fait de fabriquer une montre, c'est-à-dire la partie visible que vous et moi, on a au poignet, cette partie émergée de l'iceberg cache le 80% des marges et de l'iceberg, du coup, qui est tout le travail industriel et mercantile de cette commercialisation. Et ça absorbe la plupart des coûts de l'objet. Et justement, l'idée, c'est de repenser ces coûts. Et c'était ce à quoi je me suis attelé il y a 6-7 ans, il y a 7-8 ans de manière théorique, 6 ans de manière pratique, de dire, essayons de repenser ce système de marge, ces 80% ou 65% du prix de l'objet qui peut-être peuvent être repensés et faire en sorte qu'on puisse diminuer le prix de l'objet. Parce qu'on va arrêter de trucs encore plus sensibles, c'est aujourd'hui les causes, ce qui définissait ce prix et ce 65%, payer tous les intermédiaires, les magasins, etc., ça a été wiped out. C'est-à-dire maintenant, on a une grande partie qui peut être vendue en ligne. Donc on se réapproprie ces coûts, mais plutôt que de leur donner aux clients ce que je fais, les marques, elles se mettent dans la poche. Sensible. Comment tu diviserais aujourd'hui tu parles justement 20% de prix d'une montre, c'est le produit en tant que tel. Ensuite, moins en général. C'est quoi la structure aujourd'hui pour faire, j'imagine que toutes les marques sont différentes, etc. Mais c'est quoi? C'est 15% le produit, 30% ou 60% la distribution? Prenez une montre à 1000 francs en magasin, 3 aiguilles automatiques, en gros, vous êtes à ce prix-là. La montre coûte 175 francs à produire, 175 pour nos amis français qui nous écoutent. La marque qui prend 50% de marge, la marge est calculée par le haut, markup par le bas, 100% de markup, 50% de marge.
175 de cost, vous êtes à 350 de ex-factory. L'ex, c'est ce qui nous quitte, on l'a tous appris une fois dans notre vie. Dans ce cas-là, c'est plutôt bien, c'est-à-dire ça quitte la factory, c'est-à-dire ça quitte l'entrepôt de la marque pour partir dans le marché. Moi, c'est le prix que je dealais à l'étranger. J'ai fait ça pendant 15 ans, de construire, de bâtir des réseaux de distribution. Et je dealais une montre à 1000 francs magasin, je la vendais à 350 francs à un distributeur. Sur ce prix-là, je mettais, la marque, allez, 10% de budget marketing sur 350 égale à 35, et le distributeur répliquait. 35 égale à 70. Donc, je monte à 1000 francs, vous avez 70 francs de marketing. Moi, je gagnais du coup 140 en tant que marque, et 650, 2/3 du prix de l'objet, partaient dans la distribution. Donc, tout le monde blâme le marketing. Le marketing, c'est petit, hein. Le gros éléphant dans la pièce, dont personne ne parlait, c'est la distribution. Mais ça, avec tout le respect, je vois vos têtes, c'est incroyable que 2/3 du prix de ce qu'on paye, alors les lunettes et tout ça, je ne vous raconte même pas, les habits, en fait, ce n'est pas l'objet, c'est la commodité de comment on l'achète. Mais ça, on ne le sait pas. Et l'idée, justement, c'est ces 650, c'est de repenser, c'était obligatoire, puisque dans la vie, tout s'optimise, c'est comme les caisses à la Migros ou à la Coop, dès qu'il y en a une de vide, elle se remplit. Donc, si ça coûtait si cher, c'est pas juste parce qu'il y a des gens intelligents qui se faisaient de l'argent. C'est parce qu'il y avait énormément de besoins, de coûts à remplir pour permettre à vous et moi, dans les 5 minutes, 10 minutes proches de chez moi, de trouver les ingrédients qui permettent de faire une vente, c'est-à-dire un lieu, un service et un stock, un magasin, des gens qui vous reçoivent, qui vous prodiguent ce service, et des montres, des millions qui dorment en vitrine, qui vous attendent. Et tout ça, il n'y avait pas d'autre moyen depuis très longtemps. Hein, ce processus linéaire qu'est la distribution est vieux comme le monde, où il faut un sanctuaire sécurisé, quelqu'un qui va vous permettre d'acheter, et cette transaction qui s'opère instantanément, un piastre contre un truc, et la personne repartait allégée de son piastre avec l'objet qu'elle venait d'acheter. Ça, jusqu'à il y a très très peu de temps, on ne pouvait pas faire autrement. Alors, il y a peut-être du téléachat, mais en fait, on ne pouvait pas acheter une montre autrement qu'en réunissant ces 3 conditions. Et ces 3 conditions ont un coût. Les locations pignon sur rue à la rue ici du Rhône, les employés qui tous les jours se parfument, se rasent, sont prêts et vous attendent pendant des heures dans une boutique, formés, etc. Et puis des millions qui représentent un risque financier que le détaillant a investi pour mettre en vitrine, pour que vous puissiez partir avec l'objet dès que vous venez le chercher. Tout ça a un coût. Et ce coût-là, aujourd'hui, est challengé par une nouvelle manière de vendre, qui est la manière digitale, qui a complètement révolutionné le marketing. Et ma question en 2016, c'est qu'est-ce qui va se passer quand le digital va impacter la distribution? Et du visiblement, coup, personne ne se la posait. Pardon, désolé, je t'ai coupé, mais l'impact principal, selon toi, il est sur le coût final du produit pour le client. Parce que ce que tu nous as expliqué, c'est que la distribution était 2/3 du prix. Ouais. Donc, si la distribution change et devient digitale, le prix devrait du coup baisser. Ouais, dans tes rêves. Ouais. Ouais, voilà, exactement. Mais d'où ma question. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que du coup, ça a baissé le prix. C'est même plutôt le contraire. Et juste je termine. Est-ce que le consommateur a vraiment envie que le prix baisse? Parce que sachant qu'on est sur un produit, on parle souvent d'image ou de statut, plutôt même que de produit. D'effet Veblen. Alors, tu connais mieux que moi, volontiers si tu peux l'expliquer d'ailleurs. Ouais. C'est quoi la dynamique derrière? Alors, il y a beaucoup de points dans un point. Là. Ouais, exact. Mais peut-être pour commencer, si la distribution baisse et qu'on part dans le digital, logiquement, ça devrait baisser le prix, ce qui n'est pas forcément le cas. Bon, alors attention, déjà, cette transition ne se fait pas comme ça. Il y a des règles. Moi, j'étais dans la distribution. Le digital a éclos 2008, etc. C'était une grosse mer avec plein de pirates, donc personne n'osait l'acheter en ligne. Je me souviens du premier détaillant. Qu'est-ce que c'était en 2008, 2009, du côté de Delémont, qui avait commencé de vendre des montres en ligne, donc de ne plus respecter la territorialité, parce que lui, il devait vendre à Delémont, et nous, on avait d'autres magasins à côté. On l'a flingué. Le premier qui sortait du rang se faisait flinguer. Et donc, la distribution
aujourd'hui, enfin depuis toujours, 95% du revenu des marques passait par ce système établi de distributeurs qui vendent à des détaillants qui vendent au client final, ou en Suisse, de la marque qui vend au détaillant au client final, vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, dire à votre meilleur client qui vous fait manger à 95%, bah, écoute, continue de vendre en ligne, de vendre dans ton magasin, je vais vite faire un site en ligne, et puis du coup, te court-circuiter et piquer tes clients et piquer ta marge. C'est se tirer une balle dans le pied, c'est ce qui fait que la plupart des gens et des marques n'ont pas pu bouger. Il y a plein de stratagèmes pour essayer, mais là, de nouveau, la première marque qui sortait du lot et qui disait « moi, je vends en ligne », se faisait flinguer par le retail. Donc, personne n'a bougé. Le Covid, finalement, était une aubaine pour les marques parce que, désolé, vous êtes fermés vos magasins, écoutez, on va vendre en ligne, on n'a plus le choix. Donc, du coup, les digues ont cédé et tout le monde se met à vendre en ligne. Mais aujourd'hui, on est... Et beaucoup d'études, d'ailleurs, temporisent en disant « ouais, les marques ne vendent pas plus de 10% en ligne ». Là, on tombe dans des trucs techniques qui vont un peu saouler tout le monde, mais c'est quand même bien de le savoir. C'est que quand on vend en direct, en fait, la vente, c'est un processus linéaire. C'est pour ça qu'on parle de client final, comme la vis, qui a une fin et linéaire. Tout le but est de raccourcir ce gap entre la marque et le client final. Aujourd'hui, il y a pas mal d'intermédiaires, et ces intermédiaires prennent un prix élevé, pour des raisons en général justifiées. Et l'apparition de vos téléphones portables dans vos poches qui vous permettent de contacter une marque, de mettre dans un panier, de payer, et à la marque d'avoir accès à vous directement et de vous envoyer la marque, en fait, vous supprimez tous ces intermédiaires. Et ça a été une menace comme l'a été le canal de Panama, quand les bateaux ont arrêté de transiter par le détroit de Magellan, le sud de tous les gars qui avaient des comptoirs tout au long des côtes de l'Amérique latine se sont dit on est mal barrés. Et ils étaient mal barrés, ils ont disparu. Les chevaux, Ford, etc., les voitures. Quand il y a un changement technologique, évidemment, ça laisse des cadavres d'une structure qui a été créée pour répondre à ça. Donc, les marques ne peuvent pas, encore aujourd'hui, compter sans les détaillants. Ils ne peuvent pas non plus, parce que les détaillants ont une fonction très importante, qui est de pouvoir colporter le message, etc. Je m'excuse, jamais plein d'élan. Donc, pour dire, quand une marque vend en direct, elle rapatrie toute la marge. Il faudrait qu'on fasse un petit calcul. On va faire un petit tableau. Mais je vous fais le résumé. Elle fait 300-400% de profit en plus. Quand on sent que les profits, c'est ce que veulent les marques, la tendance, elle est claire. Les marques veulent récupérer cette marge. Et vous l'avez dit, tu l'as dit aussi, les prix ont plutôt tendance à augmenter. Pourquoi ? Parce que les quantités ont diminué. En 2011 et 2021, en 10 ans, on a perdu la moitié de notre volume. On est passé de 30 millions de pièces exportées à 15 millions. Donc, quand vous perdez la moitié de votre volume, vous devez augmenter les prix. Pourquoi ? Toutes mes excuses, c'est encore un peu complexe, mais c'est important. Si les marques visent la maximisation du profit, quelle est l'équation du profit ? Et là, je vais vous donner la réponse, je ne vais pas vous poser la question. Je la pose à plein de journalistes, ils sont incollables sur tous les mouvements, tout ce qui concerne l'histoire de l'horlogerie, mais vous leur demandez quelle est l'équation du profit. Ce qui fait marcher cette industrie, en général, les gens ne savent pas me répondre. L'équation du profit, c'est marge fois quantité. Et quand la quantité diminue, l'unique manière de maintenir le profit, c'est d'augmenter la marge. Donc, soit vous la récupérez en enlevant les intermédiaires, ce que c'est employé à faire l'industrie, puisque quand on vend en direct, finalement, les 10% que vendent des marques en direct aujourd'hui, c'est 50%, 40 à 50% de profit en plus, parce que ces 10%-là, ils se font plein pot dessus, ils ne payent pas tous les intermédiaires, ou alors vous augmentez les prix, et on a aujourd'hui cette double tendance de l'horlogerie, de voir que toutes les marques augmentent les prix pour essayer d'augmenter la marge moyenne, et essayent de démembrer le réseau de distribution, ou le court-circuiter, pour récupérer cette marge, pour finalement augmenter le profit. Tout mon respect, j'adore l'horlogerie, mais c'est dirigé par des financiers. Ils sont cotés en bourse, les 3 grands groupes, Richemont, Swatch, LVMH, c'est des groupes financiers. Toutes leurs décisions sont dictées par des financiers. Donc, la recherche du profit est leur mantra. Et le profit, c'est équation simple, marge fois quantité. Il faut vendre plus et il faut surtout vendre mieux.
Dans ce scénario-là, c'est quoi à X temps dans le futur, l'avenir des détaillants dans ton scénario? Alors, l'avenir des détaillants, c'était justement la question que j'ai posée. Et pour rebondir un peu sur ta question, qu'est-ce qui fait que tout le monde ne va pas chez les détaillants, va pas en direct, etc. C'est pas si simple que ça. Et en fait, le commerce, ce modèle de base, très très cher en marge, est très très bon, enfin très mauvais en marge, puisque une grande partie part dans la distribution, est très très bon en expérience. On va dans un magasin, on les reçu, on voit la pièce, etc. Son évolution digitale, qui est le e-commerce, c'est l'inverse. C'est super bon en marge, du coup les marques rapatrient les marges, mais c'est froid. Aussi froid que le pixel de votre téléphone. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de rencontre avec l'objet, avec quelqu'un qui vous en parle. Donc c'est un modèle qui est aussi sous-optimal. Et c'est pour ça que finalement, l'avenir de la distribution, déjà, seuls les bons qui amènent de la vraie valeur ajoutée vont subsister. Les gens qui sont juste là pour finalement encaisser à la caisse enregistreuse, ça n'a pas de valeur ajoutée. Finalement, bof. Par contre, là où c'est un peu tendu, c'est que finalement, l'équation miracle, c'est moins de points de vente, que les marques, que les consommateurs aillent dans les points de vente pour essayer. Donc, elles utilisent finalement les services d'un point de vente. Donc, ils payent les points de vente pour louer le local, les employés qui vont faire la démonstration et les montres qui vont se mettre au poignet. Et ensuite, le client, il sort et il achète en ligne. Et ça, c'est clair que c'est totalement injuste par rapport à la distribution. C'est ce qu'il faudrait éviter. Le mélange, l'équilibre vient se faire maintenant entre un panache, patchwork, entre les marques essaient de récupérer un petit peu et de vendre en direct, elles récupèrent de la marge et de la data et de l'expérience, puisqu'elles offrent une expérience encore meilleure, mais de garder une distribution qui leur permette quand même de se répandre dans le monde, d'être présent, d'avoir des gens dont c'est le job de vendre des montres qui le fassent toute la journée. La vérité, elle est un peu là au milieu. Juste une question sur le volume, parce que tu disais qu'en 10 ans, ça a divisé par 2 le volume. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression, j'ai volontiers d'avoir ton explication là-dessus, mais j'ai l'impression que quelque part, c'est voulu. Qu'en fait, la raison pour laquelle le volume a diminué, c'est de par l'industrie horlogère qui veut aussi maîtriser ça, et donc maîtriser la rareté, et donc maîtriser l'image de marque, et donc maîtriser les prix. Ou est-ce que c'est, tout bêtement, une augmentation de la concurrence internationale et potentiellement une baisse de la demande des consommateurs? Il y a le phénomène EasyJet, je l'ai posé sur la table en interview, l'Apple Watch. Je viens d'en racheter une, parce qu'il faut comprendre ce que c'est, il ne faut pas juste critiquer. C'était quand c'est sorti la première? Ouais, 2014, 2015. J'aurais dit une dizaine d'années, moi aussi. Ouais, 2014. C'est un phénomène qu'il ne faut pas sous-estimer aussi, parce que tout le monde a un peu haussé les épaules et gloussé en disant c'est pas des montres. C'est pas des montres, c'est quand même ils font plus le même chiffre d'affaires que toute l'industrie réunie, voire plus, et ils en vendent 3 fois plus, 2 fois plus que toute l'industrie horlogère. Donc c'est quand même un truc qu'on a à son poignet, qu'occupe un poignet. C'est fantastique. Pour moi, c'est un objet fonctionnel. Ça n'a rien à voir avec une montre comme celle que je fais. Mais il y a eu ça. Il y a eu quand même une crise, un gros coup en 2008, les subprimes. Il y a eu une énorme crise en 2014 qui s'est quand même prolongée pendant pas mal d'années dans l'horlogerie. Érosion aussi de la demande. Et puis, le fait que, oui, pas mal de marques jouent sur ce fameux effet Veblen, cette rareté, ce prix cher, qui rend la désirabilité supérieure. L'effet Veblen, de Thorstein Veblen, un économiste autrichien, expliquait pourquoi, en général, dans l'offre et la demande, si le prix d'un bien augmente, la demande va diminuer. Si un truc qui en plus n'est pas nécessaire double de prix, vous aurez tendance à ne plus l'acheter. Or, dans les biens ostentatoires, comme définit Veblen, l'effet est inverse. C'est-à-dire, si le prix augmente, la désirabilité augmente, puisque c'est la bouteille de vin au restaurant. Celle à 120 balles est forcément nettement meilleure que celle à 30 francs. On ne le sait pas, on ne les a pas goûtées, et des fois on n'en sait rien, et des fois c'est même pas forcément vrai. Mais on achète aussi une montre pour le prestige, pour quelque part afficher qui on est. Et puis il y a un phénomène de différenciation par rapport à ceux qui ne peuvent pas. Donc on affirme aussi son statut en payant cher. Et en général, un prix élevé fait écho à une qualité supérieure, puisque les bons matériaux, le temps qu'on y a passé, le savoir-faire, sont des choses
qui ont un prix. Et si le prix est élevé, on en déduit que la qualité doit être meilleure. Or, ce qu'on observe des fois dans l'industrie du luxe, c'est que la logique est renversée, c'est-à-dire on a une qualité qui n'est pas trop mal, mais le prix est très très élevé, et donc les gens finalement adorent cette montre-là ou aiment s'afficher avec cette montre-là, puisque du coup, ça leur permet une différenciation sociale. Et c'est pour ça, pour rebondir, que mon premier tourbillon, chapitre 4.1, je l'ai appelé le dilemme de Veblen, The Veblen Dilemma. Puisque je l'ai lancé, les premières pièces étaient à 4000 francs, droit dans mes bottes, 100% Suisse-made, d'un tourbillon. Je crois que ça a créé un scandale planétaire quand Biver a lancé chez Tag Heuer un tourbillon à 17 000 balles. Moi, j'ai eu l'outrecuidance de le lancer à 4000 francs, et je savais qu'à ce prix-là, et maintes fois vérifié, les gens allaient me dire, déjà, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est chinois, c'est blablabla. Bon, il y a eu des enquêtes, finalement, tout le monde s'est calmé, parce qu'effectivement, on donne même la liste des co-traitants sur mon site internet. Sauf qu'à ce prix-là, les gens me disent, ouais, mais bon, c'est forcément pas terrible. D'où le dilemme de Veblen par rapport à la théorie de Veblen, l'effet Veblen, ou l'effet snob, c'est de se dire, mon tourbillon, il est 4000, sauf que c'est un gros dilemme, parce que nos co-traitants sont les mêmes que ceux qui font les boîtes, les mouvements des meilleures marques au monde. Et j'essayais, de manière un peu militante, et tout cette marque Bayo BA100OD, c'est finalement né d'un concept un petit peu militant de repenser l'horlogerie, de repenser les valeurs et de renouer avec ce que j'ai connu dans mon enfance, dans les cuisines de l'horlogerie, à Chaux-de-Fonds, où j'ai grandi, avec un père journaliste qui invitait à table les grands noms de l'horlogerie, des Hayek, des Blum, des Banvart, etc. Et de refaire cette belle horlogerie qu'on dessine chez nous, qu'on assemble à la main, et qui finalement ne doit pas forcément être si chère, et qui, quelque part, permet de conjurer un tout petit peu cette érosion massive du volume, puisque, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas tous millionnaires. Et jusqu'à preuve du contraire, 1000 francs, c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de monde. Et on n'a pas tous 100 000 balles, puisque c'est cette horlogerie-là qui, en général, tire vers le haut. 8% du volume, 70 à 80% de la valeur, ces montres ultra chères sont celles qui drivent vraiment la valeur et toutes ces exportations. Moi, j'ai envie de ne pas oublier les petites gens. Je suis un Chaux-de-Fonds, désolé, je suis un prolo. Mais il y a beaucoup de gens, justement, qui ont envie de faire de la belle horlogerie et pour le prix d'une Apple Watch, qui seraient prêts à s'acheter une très très belle montre Swiss-made. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans tout ça. Alors, j'ai envie de revenir dans un deuxième temps sur le tourbillon à 4000 francs, parce que j'ai quelques questions là-dessus. Mais avant ça, peut-être. Il est à 6008 maintenant. Il est à 6008. Bon, il a augmenté un peu, c'est l'inflation, on dira. Non, mais par rapport au volume, il y avait cette interview de, et là tu vas m'aider sur le nom, journaliste horloger très connu, Grégory Ponce. Oui. Qui expliquait, entre autres, je vais simplifier vraiment un peu, mais en disant qu'il y avait aussi le fait qu'il y a la nouvelle génération qui arrive, et la nouvelle génération, et je vais paraphraser... De consommateurs ou de marques ? De consommateurs, ouais. Qui va préférer s'acheter, et je crois qu'il a dit exactement ça, un voyage au Népal plutôt qu'une montre. Parce qu'on préfère avoir une expérience plutôt qu'un objet, et puis c'est un peu la nouvelle génération, et ils mettent moins de... Alors, vous savez quoi, absolument, la génération Z... Est-ce que tu vois ça? Est-ce que à fond, ouais. Absolument. Ouais. J'en ai qui travaillent d'ailleurs chez moi. Et bien sûr, la génération Z, que je respecte beaucoup, peut-être un peu plus clairvoyante, un peu moins dans l'acquisition ou l'amoncellement d'objets, sont des gens qui veulent vivre des expériences. Après, bon an, mal an, les relater sur leur compte Instagram pour donner l'impression à tout le monde qu'ils sont vivants. Ça, c'est des choses qui se discutent. Mais bien sûr, ils sont moins dans le paraître, plus dans l'être. Et ça, tu penses que c'est aussi un facteur qui a fait diminuer et qui va faire un peu diminuer ces volumes dont on parlait avant? Des changements de mentalité d'une certaine manière? Oui, peut-être qu'ils sont déjà plus vers les montres connectées. Ils ont moins de complexes par rapport à ça. Ou moins de montres, ils s'en désintéressent. Après, je pense que c'est une génération qui est extrêmement attentive, finalement, informée et attentive à ce qu'elles achètent. Nous, on se faisait un peu plus baratiner. Moi, quand même, quand j'étais enfant, il y avait 3 chaînes à la télé. Là, aujourd'hui, on a pléthore d'informations. Les jeunes se renseignent, les jeunes lisent,
surtout ils écoutent des podcasts, etc., etc. Et ils deviennent assez militants, puisqu'on est défini aujourd'hui par des valeurs, par des tribus, etc. Donc ils essayent de coller à des valeurs. Et en collant à ces valeurs qu'ils affirment, finalement, ils vont peut-être aller plus vers des objets qui font du sens. Et c'est pour ça que pas mal de marques essayent d'apporter des valeurs écologiques ou d'expliquer mieux qui ils sont pour essayer de captiver un peu plus l'attention des générations Z. Après, voilà, ils ne sont pas forcément sensiblement ou complètement différents des autres. C'est comme des gens qui consomment, mais je pense de manière un peu plus consciente et qui se renseignent. Et que se renseignent peut-être un peu autrement, ou qui digèrent moins les pubs qu'on nous distille et qui challenge un peu plus ce qu'on essaie de leur faire avaler. Et ça, tu penses que c'est un des challenges majeurs de l'horlogerie aujourd'hui? C'était une des questions qu'on voulait te poser, c'est quoi les challenges actuels de l'horlogerie suisse de manière générale? Et est-ce que c'est... on parle de relève, on parle de technologie, avec la concurrence avec les Apple Watch, on parle de distribution, dont tu as parlé aussi, ou même, comme tu as dit, le côté un peu militant, le courage de changer et de s'adapter à cette nouvelle génération. C'est quoi, selon toi, le ou les plus gros challenges? Je serais bien présomptueux de pouvoir répondre à cette question-là de manière... je peux vous donner mon humble avis. Bien sûr. Je pense que c'est un petit peu tout ce que tu as dit. Y a d'abord, en fait, souvent, malheureusement, la lutte est à l'interne, c'est-à-dire une marque contre une autre. J'ai un peu l'impression d'être quelque part, malheureusement, dans cette situation de l'ours polaire sur la banquise qui espère que l'autre ours à côté crève, comme ça il peut bouffer ses poissons. En fait, c'est la banquise qu'ils font. Donc moi, c'est pour ça que je suis un ardent militant du Swiss Made. Au-delà de ma marque, au-delà de tout ça, je défends une industrie. Et l'industrie est plus occupée des fois à se tirer dans les pattes ou à aller glosser dans les grands prix, etc. Plutôt que de se dire, on a une industrie, on doit se serrer les coudes. Et c'est vraiment, en tant qu'industrie, d'avancer. De un. Donc plus de solidarité. Moi, je vois qu'il y a beaucoup d'innovation quand même dans les petites marques, dans les indépendants, dans les gens qui prennent des risques ou des gens qui n'ont plus rien à perdre. Les grandes marques sont plutôt en position un peu de défense, sur la défensive. Et il se passe un truc quand même. Je pense qu'un des principaux défis, c'est que, et vous savez quoi, pour la première fois, je suis un geek, hein, j'adore, pour la première fois, je me sens un peu dépassé ou j'arrive pas à aller aussi vite que la musique. J'ai toujours beaucoup anticipé les tendances. Ma réflexion, c'était justement de comprendre les changements techniques, technologiques. C'est ce qui m'a permis, avec 3 000 francs en poche, de lancer une marque qui fait des millions aujourd'hui, en comprenant les changements. Mais là, depuis novembre 2022, on parle de 3 ans, ça va à une telle vitesse avec l'intelligence artificielle que je pense que la plupart des gens n'ont pas pris la mesure. Et pour avoir essayé, en parlant de mon concept d'approcher 25 marques, je ne voulais pas lancer une marque, hein. Je voulais proposer un modèle économique que j'enseignais dans les universités, dans ma propre académie. Et ce modèle, convaincu, j'ai approché 25 marques en disant, testons ensemble, essayons de lancer, prêtez-moi une collection, etc. Puis on teste ce modèle WeCommerce, donc l'évolution du e-commerce avec un W devant, WeCommerce, fonction communautaire, etc., pour disrupter la distribution. Et bien en fait, je ne sais pas pourquoi je racontais ça. Je me perds tout seul dans mes trucs. Non, tu parlais de défis et on parlait des défis de l'horlogerie. De l'intelligence artificielle. Je précise pour les gens qui nous écoutent, novembre 2022, c'est le mois où on a pu commencer à utiliser ChatGPT. C'est ça. Voilà. Et la semaine avant, on entendait parler de blockchain et de métaverse. En un mois, je n'ai plus entendu parler de blockchain ni de métaverse. Tous les geeks se sont reconvertis dans l'AI en 3 semaines. Ouais. Tous les consultants, etc. Ça a basculé du jour au lendemain. Ça nous plonge dans une incertitude énorme. Je le vois déjà à l'interne. On est tous sur le modèle payant. On bosse tous dessus. Moi, ça m'est arrivé l'autre jour, en rigolant, de me dire, tiens, j'ai lancé un magnifique chapitre 7 chronomètre que j'ai au poignet. Pub. Incroyable. Et je me suis dit, tiens, une version Bico, qu'est-ce que ça donne? ChatGPT. 3 secondes après, j'avais un truc, il n'a pas tout à fait compris où était la couronne. 4 heures chez nous, il l'a mis à 3 heures. Mais j'avais quand même mon modèle devant moi, en Bico, et je lui ai demandé des déclinaisons de couleurs, et je l'ai eu tout de suite.
Et ça, répliqué dans à peu près tout ce qu'on peut imaginer, waouh, ça va aller vite. Hein. Donc ça, tu penses que c'est un risque majeur pour l'industrie d'avoir... Ça va tout chambouler. Ouais. Je vous donne un exemple. Là, nous, on fait des dessins, on dessine. On peut très bien injecter ça dans une AI qui va nous faire des plans techniques. Les plans techniques vont être parfaits. Ces plans techniques, on les passe directement à une CNC qu'on a chez nous. Ça existe. Hein. Et du coup, elle va directement nous usiner une boîte. Et puis, on peut directement faire notre montre. Bon. Et puis, les rendus 3D viendront tout seuls. Enfin, il y a des trucs. Ça fait 3 ans. Hein. À 3 ans, un enfant, il est encore dans les couches culottes. Ça vient de naître, là. Imaginez dans 10 ans, enfin, je crois qu'on ne l'a même pas imaginé. Non, c'est clair. Donc l'industrie, en fait, va être complètement dépassée. De tout l'autre côté du spectre, moi, l'AI, c'est mon meilleur pote. Parce que quand quelqu'un demande à l'intelligence artificielle qui regarde tout et qui ne fait pas attention au cas de celui qui paye le plus, mais qui va vous donner la vraie information en disant qui c'est qui fait les meilleurs tourbillons au monde à meilleur prix, voire, je suis désolé, deuxième séquence pub, mais dans tout ce qu'on fait, on a les meilleurs prix de toute l'industrie, c'est pas moins de qualité, ben, l'AI, elle le sait. Ouais. Alors moi, je suis très content. Donc l'AI, bien sûr, va chambouler beaucoup de choses, parce qu'à un moment, on aura des réponses neutres, non forcément dirigées, et ça sera plus du bullshit juste parce qu'on a payé. Je reviens juste sur ce que tu disais avant, parce que peut-être c'est intéressant de faire un petit pas en arrière. Tu as parlé brièvement, sans qu'on rentre dans tout le détail, mais voilà, à la base, si j'ai bien compris, c'était un projet, entre guillemets, universitaire, un projet théorique, on va dire, Ça. qui était est-ce qu'on peut révolutionner ou modifier le modèle de distribution, repenser le modèle de distribution. Modèle séculaire, ouais. Si j'ai bien compris, en gros, personne t'a dit oui, tu t'es dit, bah en fait, je vais le faire moi. Plus ou moins. Vachon Coulo, je le fais moi. Voilà. Et donc, tu as lancé la marque. C'est ça. Et là, non, j'ai lancé un concept. Pendant une année, je refusais d'appeler ça une marque. Tu as lancé ce concept. Pour moi, c'était un concept. Ouais. Et quelle année, là, c'était le 2019, lancement 2019. Le 11 du 10 à 11h10. À 11h10. C'est pour ça que mon logo, c'est BA11. C'est tout un truc. Je me suis un peu amusé. On sent le geek qui parle. Avec une bouteille de Baileys. On sent le geek qui parle. À 11h du soir, il se passe plein de trucs. Et du coup, après le lancement, mais c'est une phrase qui va peut-être aider les gens à comprendre aussi comment tu as lancé ce concept dans ces périodes-là. Tu as dit cette phrase où tu dis j'avais pas besoin de Kickstarter. Kickstarter, pour ceux qui connaissent pas. Ça fait du bien d'être avec des gens qui potassent un peu. Puis qui plateforme de comment on va appeler ça, de crowdfunding, merci. Ouais. Tu as dit j'ai pas eu besoin de Kickstarter, pardon, parce que j'avais LinkedIn. Et LinkedIn aurait bien fait de montrer à quel point ce réseau social est tellement crédible qu'il m'a permis de lancer une marque sur LinkedIn. Et là, justement, c'est comment tu as utilisé LinkedIn? Alors, peut-être même avant, pourquoi tu t'es dit, tiens, LinkedIn, ça va être mon pilier? Ouais. Déjà, comment t'es venue cette idée? Parce que c'était pas forcément flagrant au moment où tu l'as fait. Ouais. Et ensuite, comment tu as posé en place ta stratégie LinkedIn pour faire grandir ta marque? J'avais pas de stratégie, tout comme je comptais pas lancer une marque. Simplement, alors, soyons clairs, Instagram, on a tous 5 minutes de pause aux toilettes, c'est parfait. LinkedIn, c'est quand même un réseau où on réfléchit un peu, c'est plus professionnel. C'est pas le même genre de personne ou d'attitude quand on va sur un réseau LinkedIn. J'ai eu la chance de m'y intéresser peut-être avant le gros boom de LinkedIn. Et j'avais pas de stratégie, si vous voulez. Les réseaux sociaux, et a fortiori LinkedIn, c'est le principe de la soupe. Ceux qui amènent des légumes ou de la viande dans la soupe, il y en a très très peu. Du vrai contenu, le truc qui vous remplit l'estomac. Il y en a plein qui amènent de la flotte, certains foutent des épices et la plupart ils touillent. J'adore. Voilà. C'est une super bonne analogie. Et moi, j'ai amené en fait quelque chose de solide, c'est-à-dire l'expérience en live pendant une année ou deux de mes réflexions sur le fait de repenser ce modèle d'affaires de la distribution. Tout est circulaire aujourd'hui. Le marketing 360 est le fruit de cette révolution digitale. La production, le recyclage, tout est circulaire. Or, cette bonne vieille distribution continue d'être linéaire. Et je voulais challenger ce modèle séculaire en disant qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut amener de la circularité dans la distribution? Et comment est-ce qu'on peut optimiser ces deux modèles sous-optimaux qui sont le commerce et le e-commerce?
la marge et l'expérience. D'où ce modèle WeCommerce. D'où ce modèle On a parlé WeCommerce. brièvement avant. Voilà. Et en fait, j'ai exposé mes théories. Quand même, j'ai enseigné quand même dans des universités, en Suisse, en Europe, donc c'est comme pas n'importe quoi. Je suis économiste de formation. Et le truc était assez profond. Et je pense que j'ai un petit peu en avance été titillé un truc qui était très juste. Et finalement, pas mal de gens se sont mis à prêter l'oreille. Et quand il a fallu que je tente mon expérience en live, en fait, j'ai expliqué, voilà, dans la continuité de toutes mes recherches dont j'ai parlé en ligne, avec une touche d'humour, hein, parce que voilà, je suis comme ça. Je dis, voilà, en fait, voilà ce que j'ai fait, ça c'est mon compte en banque. Si ça vous intéresse de tenter l'expérience, virez-moi le fric et puis je la lance. Et en fait, il y a plein de gens qui me suivaient et qui m'ont dit, mais écoute, on sait qui t'es, on voit ta photo, on voit où tu habites. Ça fait 2 ans que tu expliques ce que tu es en train de faire. Donc en fait, c'est vachement crédible ton truc. Il n'y a pas eu besoin d'un Kickstarter. Et c'est là où finalement, j'ai lancé ma marque. J'étais en train de déménager la maison familiale en Italie. Je dis à ma mère, écoute, je pose les cartons là. En 2 heures, je dois vite bidouiller un truc, un site internet, lancer une expérience. Je suis retourné à mes cartons, puis je commence à entendre ting, ting, ting. Téléphone qui sonne. C'est incroyable. Je me dis, mais attends, il y a 10 personnes qui ont acheté mes montres, quoi. Et je me suis retrouvé, 36 heures après, j'avais fait 30 000 balles. J'étais soufflé. Alors, étant quelqu'un d'honnête, j'ai effectivement lancé la prod. Mais pour moi, c'était simplement de tenter une expérience live. Puisque, comme ils disent les Anglais, talk the talk, walk the walk. C'est-à-dire, c'est facile de causer, mais il faut faire. Et moi, je suis quelqu'un qui fait. Donc, ce que j'enseignais dans les universités en prétendant que c'était robuste, à un moment, il fallait le tenter. Si personne ne voulait le tenter, fin de culo, je le fais moi. Voilà, tu as eu un sacré courage quand même, c'est beau de faire ça, c'est beau ce côté entrepreneuriat, nous on partage un peu ce côté, il faut faire, puis après on regarde. Mais je trouve beau de dire que tu as mis en ligne le site, tu as mis la montre, puis en fait elle n'existait pas encore. Alors non, après tu t'es dit merde, maintenant il faut que je la produise. Quand je l'ai lancé, j'avais quand même produit quelques samples, 40 pièces. Ouais, okay. Et le courage, c'est quand on sait là où on va et qu'on décide d'y aller. Ouais. En l'occurrence, je savais pas où aller. Je pensais pas lancer de marque. Donc voilà, je vais être un peu plus humble sur le courage. Moi, je voulais juste démontrer un truc. Et pour vous démontrer à quel point c'était un peu freestyle et alors pas drôle pour le coup, mais quand même. Quand je parlais de mon modèle, en fait, mon modèle économique, j'avais appelé Community Viral Development. Puis c'est WeCommerce, nous communautaires. Donc c'était un système qui se basait sur le bouche à oreille, sur le fait qu'il n'y a personne de mieux pour parler et vendre un produit que celui qui l'a payé, acheté et qui en a fait l'expérience. Donc c'est quelque part customer get customer. Et ce Community Viral Development, cette théorie, j'avais pris les 2 premières lettres de chacun des 3 mots. Je vous laisse deviner. Covid. Donc en octobre 2019, j'ai lancé un truc. Covid. J'ai lancé le Covid. C'est toi. Alors respect parce que ça, il y a quand même qui l'ont mal vécu, hein, on est bien d'accord. Mais j'expliquais, puisque c'est basé sur le fait de rencontrer quelqu'un qui porte ma montre, donc il fallait être à 1,5 mètre pour un quart d'heure de quelqu'un qui portait ma montre. J'en parlais en octobre 2019. Et je parlais de charge virale maximale pendant 10 jours, puisque c'est là où vous allez rencontrer votre premier cercle. Amis, famille, collègues. Donc, Covid, 1,50 m, 15 minutes et 10 jours de charge virale. Donc, février 2020, le vrai est arrivé. Donc, j'ai fait évidemment un gros rétropédalage, humble, en rebaptisant ça United Generated Commerce. Et en fait, expliquer que ce modèle, en fait, pouvait s'auto-générer tout seul et se développer. La vérité, c'est que l'expérience, finalement, a tellement marché que la marque est devenue presque un peu incontrôlable. Voilà, bon, c'est comme ça qu'on est tous nés, hein. Nos parents pensaient faire autre chose et puis on est arrivé. Pouf, et on est bien content. Donc du coup, j'ai reconnu mon bébé et puis maintenant, on y va pour de vrai. C'est beau. Il y a cette partie distribution qui est au cœur de la marque, qui a fait d'une certaine manière le succès de la marque. Mais il y a un autre pilier, j'ai l'impression, qui est aussi un des facteurs de succès, c'est la transparence. Tu en parlais avant en disant la liste, tu vois. Vous avez été dès le début extrêmement transparent dans une industrie très opaque, en expliquant le prix de chaque
vos marges, le prix de chaque élément, combien vous le revendiez, Quand on n'a rien à etc., cacher. etc. Et vous avez pris ce... Oui, mais dans le sens, il y a plein de gens qui ont potentiellement rien à cacher, mais qui vont pas forcément le faire. Ok. C'est un choix, c'est Ouais, un bien sûr. statement de dire on va tout vous montrer. Est-ce que pour toi, peut-être pas, hein, peut-être tu dis non, mais je pense que ça n'a rien à voir. Ça a quand même eu un impact pour le succès de la marque, parce que tu as l'impression de ne pas te faire... Alors déjà, ça se traduisait déjà dans le design, beaucoup de transparence de squelette, etc., pour qu'on voit comment ça marche. Et en fait, ma démarche, à la base, au début, j'ai lancé ma marque, j'ai fait des présentations à Genève, etc. Et à la fin de la conférence, les gens venaient me dire « Mais on peut voir tes montres ?» Je dis « On s'en fout. Les montres, c'est secondaire, c'est la théorie qui est importante. » Quand même, ça intéressait des gens, mais à la base, c'était vraiment d'expliquer comment ça marche. Et peut-être un petit peu têtu, un peu piqué aussi, du fait que ce que j'ai fait, tout le monde pouvait le faire. Ça fait 3 ans que j'expliquais en l'air, en large, dans mes cours, mais même dans les interviews. Voilà la recette. Je veux dire, la recette était claire. Donc à un moment, j'ai envie de dire, j'étais pas en train de vouloir lancer une marque et puis mettre de la valeur ajoutée. Non, je voulais simplement débattre de l'opportunité d'une nouvelle voie, d'un nouveau modèle économique qui permettait, à mon sens, d'amener des réponses et des solutions tangibles à un moment où l'industrie horlogère doit se réinventer et se poser perdre la moitié de ses volumes, c'est quand même... Enfin, quand on perd la moitié de ses cheveux, on s'inquiète déjà avant de perdre la moitié de ses cheveux. Donc, mon idée, c'était, comme l'a fait Hayek dans les années 80 avec la crise du quartz, il a proposé un modèle économique qui permettait de relancer l'horlogerie via la performance industrielle, produire mieux, moins cher. Moi, j'ai pris le problème par l'autre bout. Ce n'est pas la manière dont on produit une montre, c'est la manière dont on la vend. Et j'essayais d'amener des réponses à la chute des volumes en disant « Mon modèle économique permet finalement de rapatrier énormément de marge et d'offrir des montres à des prix jamais vus auparavant. » Troisième volet pub, mais pour le coup qui sert. Démonstration par les faits, tout ce qu'on lance maintenant, il n'y a pas d'équivalent en termes de prix dans le marché. Ce n'est pas moins de qualité, c'est juste qu'on joue avec les marges différemment. D'ailleurs, tu arrives du coup sur la tourbillon. Pardon. Oui, non, vas-y. Ça parle de la tourbillon du coup, dont tu parlais tout à l'heure et de ses prix. 2 questions là-dedans. Est-ce que, je comprends en t'écoutant qu'il y a un vraie volonté de changer les choses. Ouais. Quand tu as lancé cette tourbillon, puis même aujourd'hui, comme tu le dis, au niveau des prix, on va dire le rapport qualité-prix, il n'y a personne qui arrive à être à votre équivalent. Ouais. Est-ce que tu t'es fait des ennemis avec ça? C'est un peu ce que disait Gandhi. Au début, les gens vous ignorent. Ensuite, ils rigolent. And then they fight. Après, c'était un fight. Alors, j'ai connu un peu ça. Après, c'est and then you win. Bon. Oui, j'ai eu beaucoup d'ossements d'épaule par rapport à mes montres, notamment au début. Puis après, d'indifférence. Et c'est clair que ça a posé un problème systémique dans l'industrie. Parce que si moi j'arrive, et franchement, c'est pas de la merde, en design, on dessine à l'interne, c'est magnifique, alors c'est personnel, mais c'est quand même très très beau. On a des matériaux de malade, on est allé à angler tout, on a du titane grade 5, on a du DLC, on n'a pas mis du PVD pour les initiés. Donc on est vraiment dans le très haut du panier, tout est fait chez des co-traitants à une demi-heure de chez moi, de Neuchâtel. De Grange à Valorbe, bien sûr, la question c'était comment il y arrive, quoi. Alors je laisserai aux autres le soin d'y répondre, mais c'est clair que ça a créé comme une levée de bouclier. Il y a des gens qui sont offusqués, il y a des gens qui ont été en Chine pour trouver des évidences de mes méfaits. Ouais, mais les boîtes, c'est produit là-bas, les boîtes, elles sont produites à chaud de fond. Pour aller vérifier. Alors oui, on n'a pas de titane en Suisse, mais on est bien d'accord. Personne n'a du titane en Suisse, sauf que les mecs qui font nos boîtes font les boîtes de beaucoup d'autres grandes marques. Et bloqué, alors après on a dit plein de trucs sur moi, que j'étais financé par des fonds saoudiens, j'ai tout entendu, bref. On l'a pas vu celui-là. J'aurais reparti sinon. Que mes tourbillons étaient chinois, bref, tout entendu. Article du Temps, il y a une qui a fait une vraie enquête, et sa conclusion, c'était que si Bayo n'est pas suisse-made, les plus grandes marques de la vallée de Joux non plus, parce qu'on produisait dans les mêmes usines. Voilà. Par contre, je savais, j'aime bien jouer les échecs,
on ne pouvait pas m'attraper par les distributions, donc on ne pouvait pas aller dans un point de vente. Il y a des groupes qui sont spécialistes pour dire « Ouais, si vous prenez Bayo, je vous retire toutes mes marques. » On les connaît. Le seul talon d'Achille que j'avais, c'était finalement que les marques aillent chez les producteurs, les fameux sous-traitants que j'appelle co-traitants, parce qu'il n'y a pas de rapport hiérarchique, c'est quand même grâce à eux qu'on fait des montres, et qu'on lui dise si vous bossez avec Bayo, franchement, nous, on va arrêter de vous acheter. Or, on a eu un soutien exceptionnel, et je les remercie encore, puisque quand les acheteurs des grands groupes débarquent chez les co-traitants, en général avec un avocat, et qui disent « Ouais, vous savez, vos prix, il faudrait quand même baisser un tout petit peu parce que vos marges sont un peu hautes. » Les co-traitants, qu'est-ce qu'ils répondent ? Vous rigolez ? Bayo, il fait moins de quantité, donc vos prix d'achat sont meilleurs que ceux de Bayo, et lui, il les vend, ces tourbillons, à 4000 balles. Donc, messieurs, les problèmes, c'est pas nous les co-traitants, c'est vous les marques, avec vos marges. Donc, l'unique, quelque part, endroit où vous pouvez me pincer, j'ai un soutien exceptionnel des co-traitants qui ont dit « Les gars, Bayo, c'est notre copain, quoi. » C'est génial. Arrêtez de tirer sur Robin des Bois, quoi. Juste une question par rapport à la tu disais, humblement, que en soi, entre guillemets, c'était facile. Sur le papier, tu avais mis ce système de WeCommerce. Ouais. C'était là, il suffisait de le faire. Il y a quand même une partie, ça c'est l'idée. L'idée, elle est entre guillemets facile. Ouais, non, après, il y a la partie exécution. C'est comme dans le design, quand ça a l'air tout simple. Voilà, il y a quand même une partie exécution parce que... Il y a 2 ans de réflexion quand même. Et le modèle, de nous, alors je vais le dire, ça va peut-être sonner négativement, mais c'est pas le cas. Le modèle de entre guillemets, parrainage, Tupperware, tu peux l'appeler de plein de manières différentes, de quelqu'un qui revend à quelqu'un. De journalistes qui ont appelé ça Tupperware. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, mais dans le sens, tu vas dire, OK, le modèle et l'idée derrière existaient, tu l'as appliqué à une industrie qui en avait besoin, tu dis comme ça, un peu comme si c'était facile, mais il y a quand même une exécution quasi parfaite pour y arriver aussi. Et est-ce que tu sais s'il y a d'autres personnes qui ont essayé de le faire avant, mais qui ont raté, en fait? Alors, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est que de 1, personne ne l'a fait avant, et même de 2, personne ne l'a fait après. Donc, c'est pas si facile que ça. Ouais, exact. Alors, et non, pourquoi, parce que alors, je pense au moment où moi j'ai lancé ça, on était encore dans des réflexions de e-commerce. C'est-à-dire, il y a eu quelques marques, on ne va pas les citer ici, qu'on appelle des pure players, qui sont lancés qu'en ligne. Ils ont dit, ouais, on a en fait les marques finalement vous volent parce que on a repensé le système. En fait, ils ont de toute façon pas de distribution, donc ils sont vendus en direct, le e-commerce. Mais finalement, c'était la phase évidente. Vous savez, moi, j'ai commencé ma carrière chez Publicitas, à Genève, Espace Pub Le Temps. Et on vendait de l'espace publicitaire dans le journal Le Temps. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le marketing quand les gens ont commencé de lever la tête de leur journal pour regarder un écran? On a fait de la publicité, les banners. Les banners est la transposition numérique, digitale, du bandeau de bas de page que moi je vendais dans le journal Le Temps. En fait, quand il y a une nouveauté, on commence par transposer cette nouveauté vers ce qu'on connaît. Donc on a pris le journal, on a dit les gens regardent un écran, on va foutre une bannière sur un écran. Bon, on sait très bien, depuis que le digital a évolué, il est rentré dans nos têtes, etc. Bon, énormément évolué. Et finalement, quand le digital a touché le commerce, le premier réflexe, c'est de prendre le point de vente, la belle vitrine, puis on la fout sur un écran. C'était la même chose. Et ça, c'est le e-commerce. Et c'était quelque part, le premier pas évident de se dire, les gens vont arrêter de regarder les vitrines, ils vont regarder leur écran. Donc, on va mettre le commerce dans un écran. Alors, peut-être, restons humbles, mais j'ai une petite vision du coup d'après. Je suis quand même économiste et j'étais assistant en histoire économique à l'université. Et j'ai toujours été fasciné par ces basculements. Qu'est-ce qui fait qu'une technologie amène un changement comportemental, Gutenberg a inventé l'impression. On dit trop bien, très bien, on va pouvoir imprimer les journaux. Sauf que ça a démocratisé la Bible, ça a lancé le protestantisme et ça a changé le monde. Donc il y a des choses comme ça qui permettent des basculements. Et j'ai perçu, à la faveur d'un cours chez Créa, en stratégie digitale que j'ai fait en 2016-2017, je me suis fait virer. Mon dernier poste d'employé en 2016
était vice-président d'une marque. Je me suis fait virer et au chômage, j'ai fait un cours en stratégie digitale 2017. Et on a vraiment approfondi la réalité du marketing digital. Or, moi qui viens de la distribution, ce n'est pas la même chose du tout. J'ai compris et j'ai transposé ces connaissances en stratégie marketing digital à la distribution. Et je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui va se passer quand le digital va impacter la distribution? Et vu que personne ne comprend la distribution, eh ben, du coup, j'étais un des premiers à théoriser là-dessus, à amener cette théorie de WeCommerce, ou cette approche digitale à mi-chemin entre le commerce physique et le commerce digital. C'est beau. Thomas, tu es connu pour ton franc-parler, et c'est intéressant. Donc, on voit aujourd'hui, je ne vais pas démentir. Là, tu dis les choses que tu penses, et ta capacité surtout à aller vite. On a parlé d'exécution, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que ton impatience et cette capacité à aller vite et cette volonté de faire changer les choses, c'est ton plus grand défaut ou ta plus grande force? Alors j'entends mes 10 collègues qui vont glousser à cette question. Ouais, je crois qu'elle est légendaire, mon impatience, c'est vrai. D'ailleurs, elle a été échaudée un peu dans le trafic ici à Genève. Oui, bien sûr. Alors, on a une rapidité d'exécution qui est assez déconcertante. On est très agile, très léger. Alors, quand on est tout seul, c'est encore plus rapide. Et je pense que c'est effectivement une force, ce go-to-market, ces décisions prises très rapidement, qui nous permettent d'aller très, très vite. Et effectivement, quand dans des grands groupes, 3-4 mois plus tard, ils sont encore en train d'essayer sur Microsoft de fixer une réunion, moi, j'ai en 6 semaines ou en 2 mois, de l'idée, tiens, je vais faire un tourbillon. Je me suis levé un matin de septembre, début septembre, disant, ben ouais, en fait, je vais faire un tourbillon. Le 10 octobre, je l'avais, mon proto. Et il n'y avait rien le 1er septembre. Donc effectivement, ils n'ont encore pas fixé une réunion dans leur agenda dans les grands groupes que nous, on a déjà sorti un tourbillon. Ça va vite. Donc c'est ta plus grande force, plutôt qu'une faiblesse. Du coup, c'est une force. Alors, attention. Oui, il y a des fois où ça... Attention. C'est jamais si simple que ça. C'est pour ça qu'il y a des tours minutes dans les voitures. Hein. Il y a un moment où il y a du rouge. Il y a un moment où ça chauffe. Et là, alors après, il y a un moment où mon équipe m'a dit, bon, c'est bon, ils ont même des groupes WhatsApp dont ils m'ont exclu pour parler de nouveaux modèles parce que moi, je me lève le matin, oh, trop bien, on fait ça. Donc, il y a un moment où on sort plus de montres dans ma marque que des marques à 30 à 50 millions. Donc, on va trop vite, on sort trop de trucs. C'est qu'il y a tellement de choses cool à faire, il y a tellement de modèles qu'on a envie de faire, qu'à un moment, il faut freiner un petit peu la cadence, évidemment. Il y a des sprints, il y a des marathons. Et il faut aussi respecter la cadence. Les co-traitants qui m'ont suivi dans mon délire de me sortir un tourbillon en 6 semaines s'en mordent un peu les doigts parce qu'ils croient je crois que c'est le délai normal, alors qu'en général, c'est quand même 2 ans pour sortir une pièce, 1 année, si on va rapidement. Donc, c'est clair qu'à un moment, on freine un tout petit peu le rythme. Et il faut éviter de faire des grosses erreurs. Donc, effectivement, il faut ralentir un peu et pas être trop impatient non plus. Intéressant. Et apparemment, il y a une question qu'on t'a jamais posée. Du coup, nous, on va te la poser. Attaque. Qui est, à quel moment tu sauras que tu as réussi? Alors, c'est vrai qu'on ne m'a pas posé la question. C'est toi qui as dit qu'on ne te l'avait pas posée. Alors moi, je me suis dit, on va lui la poser. C'est vrai. Et la question suivante, c'est à quel moment tu penses qu'il faut partir à la retraite? Non, on n'est pas encore là du tout. D'ailleurs, ça m'a troublé un peu quand on pose la question. Je viens à peine de lancer, donc pour moi, c'est mon bébé a encore besoin un petit peu de moi. Réussir, c'est quoi la réussite? Le moment où je peux dormir tranquille sans avoir cette sensation d'avoir une meute de loup qui me pourchasse, parce que c'est ce qu'on a, c'est ce truc qu'on a au ventre quand on se retrouve licencié à 45 ans, qu'on s'est fait virer, qu'on a quand même 2 enfants, une maison, etc. On a un peu peur. Et cette peur m'a tenu au ventre et toujours. J'aime bien Nvidia, grosse marque capitalisation boursière au monde. 30 days to bankruptcy. Ils sont à 30 jours de la faillite. J'aime bien cette formule. Non pas que je sois à 30 jours de la faillite, ça se passe sacrée croissance cette année. Mais bien sûr, on n'est jamais à l'abri et on n'est pas encore sorti 100% des turbulences. Donc on sait quand on a réussi, quand on dort bien et qu'on sait qu'on peut se lever le matin sans être préoccupé. On sait quand on a réussi, qu'on regarde évoluer en quiétude ses collègues / employés qui vont bien. Et là, on se dit, c'est chouette parce que ce projet est porté par d'autres personnes.
On sait qu'on a réussi quand on peut partir en vacances et revenir et que les choses se sont bien passées. Parce qu'il y a des gens qui font le job et qui ont compris, qui portent ce projet. Et puis après, on sait quand on a réussi, quand on colle à ses valeurs. Vous connaissez peut-être un peu l'épisode du businessman et du pêcheur, du gars qui se promène, le businessman, qui se promène sur une plage quelque part dans les Caraïbes, parce qu'il en a marre de suivre un coloc qui s'asseye sur un bateau au soleil, les pieds dans le sable, et il réveille le pêcheur qui dort, et puis il s'engage une conversation. Toi, t'es le pêcheur, et toi, t'es businessman. C'est quoi un businessman? Et le mec lui fait toute une théorie en lui disant, écoute, au lieu de dormir dans ton bateau, l'après-midi, retourne à la mer, pêche, les poissons sont dans l'eau, reviens, etc. Ensuite, tu mettras une hélice à ton bateau, tu iras plus loin. Ensuite, tu prendras un gars. Ensuite, 2 bateaux, tu rachèteras tes concurrents. Et puis, à la fin, le pêcheur lui dit, puis après, il se passe quoi? À la fin, tu as une super entreprise. Et puis, tu vas bosser le matin. Et puis, l'après-midi, tu es tranquille. Les autres bossent pour toi. Puis, tu peux faire ta sieste. Tu peux dormir dans ton bateau. Puis, il dit, je dors déjà dans mon bateau. Je n'ai pas besoin de tout ça. Donc, on me parle souvent de développement, etc. Tant que ça fait du sens, tant que la passion prime sur le profit, c'est vraiment mon motto, et tant que c'est fun. D'ailleurs, j'ai viré mon bureau il n'y a pas longtemps, j'ai acheté un baby-foot. Je me rendais compte que je ne m'asseyais pas à mon bureau, et si je dois parler d'un truc, soit on s'assied à la table ronde, ou alors on se fait un baby-foot avec mes collègues. Voilà. C'est marrant que tu cites Nvidia, parce que Jensen Huang, c'est quelqu'un qu'on cite beaucoup dans ce podcast, et on aime beaucoup sa philosophie et beaucoup de choses qu'il dit. Donc c'était intéressant. Je pense qu'on arrive à notre question traditionnelle de fin. On a un petit peu moins de temps que d'habitude aujourd'hui, mais c'est pas grave. Les bouchons Thomas, de Genève. Voilà, c'est ça. C'est de ma faute. Thomas, selon toi, que faut-il pour avoir une belle vie? Oh mon Dieu, pour avoir une belle vie. Alors, on le sait quand on le vit, parce qu'on est heureux. La belle vie, ça sonne un petit peu comme une conclusion. Et comme disait mon père, il faut se retourner à la fin et voir des gens qui vous sourient. Pas mal. Donc d'avoir rendu des gens heureux pendant le trajet. C'est ça, parce qu'on n'amène rien avec soi dans la tombe. Il faut essayer le plus possible de répartir du bonheur, de vivre selon les accords. Puis après, je pense qu'on a individuellement tous un chemin à faire vers le fait d'être complet et essayer avec courage d'arriver à être complet, à exécuter la meilleure version de soi-même. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de courage de recommencer. Et je pense que c'est à la fin qu'on se dit, je pense que c'était pas mal. J'ai fait vraiment ce que j'ai pu. Il y en a qui n'ont pas fait. Et il y en a qui... moi, je préfère regretter ce que j'ai fait plutôt que ce que j'ai pas fait. Et finalement, je pense qu'il faut essayer tout ce qu'on peut de bien faire les choses, de faire du bien. Et là, je pense que c'est à son enterrement, on n'y est pas, mais c'est là où on se rend compte si on a bien fait les choses, qui vient pas, qu'est-ce qui se dit, et qui pleure vraiment, et qui pense à son héritage. C'est beau. Merci beaucoup, Thomas. C'était un plaisir de vous voir. avoir. Merci beaucoup. Et bravo évidemment, pour votre une super belle préparation. marque, magnifique marque. Moi, j'apprécie beaucoup. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, C'est vrai allez qu'on voir. dit on s'en fout, mais en fait, on s'en fout pas Non, non plus. Non, On fait quand même des très très belles montres. Ouais, bien sûr. On est à Neuchâtel, voilà. et puis on fait ce qu'on Neuchâtel, sait Swissmade, faire de mieux. évidemment. Donc, t'as eu bien raison de faire des petits coups de pub. Merci beaucoup d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Et aux auditrices et aux auditeurs qui ont pris le temps de nous écouter. Merci. Cet épisode de La Savane a été créé en partenariat avec Omega Studio. Grâce à eux, nous sommes dans ce studio incroyable en plein cœur de Genève. C'est bien plus qu'un simple studio. Ils offrent une expérience unique et adaptée à chaque projet. Que ce soit pour votre communication interne et externe, des showcasts, des tables rondes ou des webinars, tout est possible. Que vous souhaitiez réaliser un événement en direct ou enregistré, créer du contenu ou renforcer votre stratégie de communication, Omega Studio a tout ce qu'il vous faut. C'est le studio le plus complet et le plus accessible de la région, avec une vraie équipe de pros qui vous accompagne à chaque étape de votre projet, avec un véritable accompagnement scénique, vocal et narratif pour faire de votre passage à la caméra une expérience réussie et inoubliable. Si vous voulez en savoir plus sur Omega Studio, on vous met le lien vers leur site internet et leur service en description. Encore merci à eux pour leur soutien.